Bon, petit disclaimer, ce vlog est vraiment très très long, donc je sais pas, prenez-vous une tisane, une grignoterie, bah même regardez-le pendant votre repas, je sais pas, enfin sauf si vous mangez avec quelqu'un évidemment. À moins que vous ayez envie de regarder à deux, moi qui rempote des plantes, je sais pas, hein. Mais bon, voilà, donc faites quelque chose d'autre en même temps. Vous mettez pas simplement devant la vidéo à me regarder pendant 1 heure, ce serait peut-être un peu long pour vous. Sur ce, bah, on passe à la vidéo parce que je suis en train de la rendre encore plus longue. Hey yo! Aujourd'hui, je vous prends avec moi pour rempoter mes petites plantes. Toutes celles-là qui ont besoin d'un petit coup de jeune. Donc il y a des plantes que je viens d'acheter, une plante qu'on m'a offerte. Elle est trop mignonne, c'est un petit aloe vera. Ouais, il y a quasiment que des plantes que je viens d'acheter là. Non, il y a celle-ci, c'est un chez Flera, donc un arbre parapluie, si on veut raccourcir le nom. Et du coup, en fait, juste, je sais pas, sa terre elle est trop bizarre. Elle n'arrête pas de faire des blocs compacts. Du coup, je vais lui changer sa terre parce que. En plus, il végète quoi, il fait pas de feuilles, il fait pas de. Donc je me dis, je vais lui remettre de la meilleure terre. Bon, du coup, c'est parti, on va rempoter tout ça. J'ai déjà au préalable été chercher des cache-pots pour chaque plante. Et donc en fait, c'est-à-dire que celle-là, par exemple, elle vient dans un tout petit pot comme ça. Et comme on va peut-être pas la mettre devant moi, ce serait bien quand même qu'on ait un petit visuel entre nous, qu'on se voit. Et donc en fait, comme j'ai plus que. Enfin, en fait, j'ai pas de petit cache-pot de cette taille. Et de toute façon, faut savoir que les plantes en général, quand on les achète, elles sont dans des pots trop petits. Et donc là, ça se voit parce que vraiment, il y a des racines qui ressortent, tout ça. Donc, on va lui élargir le pot. Donc, j'ai pris le cache-pot là et j'ai été chercher un petit pot comme ça qui va nickel avec. Et donc j'ai fait ça pour à peu près tout. Donc j'ai pour à peu près tout la peau et cache-peau. Et c'est pour ça que je vais en rempoter certaines qui n'en auraient pas besoin. Bah, typiquement ce petit aloe vera hein, qui est très bien là. Sauf que j'ai pas de cache-peau de cette taille à nouveau. Donc je vais lui mettre un peu plus grand parce que là il se noie un peu dans le pot là. Et surtout bah, c'est des plantes qui aiment quand même bien la lumière. Donc j'ai pas envie qu'elle ait le pied déjà à l'ombre des bords du pot. Je vais commencer par les deux là. Hop. Je redécale ça. Toi, Bibou, je te pose là. Donc je vais commencer par les deux là. Donc j'ai un Ficus elastica. Du coup, en gros, vous voyez le caoutchoutier, bah, c'est la même famille. Enfin, c'est juste que lui, il est panaché. Et panaché et rose. Je l'aime trop. Donc voilà, ça fait partie des nouvelles plantes que j'ai achetées. En fait, j'ai été à une vente de plantes. Vraiment, ils commandent des plantes en masse à des producteurs locaux. Ils se mettent dans une halle pendant tout un week-end et puis bah, ils sont là jusqu'à ce que tout soit vendu quoi. Et du coup moi j'y vais quand il y a des événements comme ça à la fin parce que c'est vrai que bah, ils ont pas envie de rester avec des plantes sur les bras. Donc il y a des petites réductions parfois intéressantes. Du genre celle-ci que j'ai eu, bon, ça se voit pas parce que l'étiquette a été un peu arrachée, mais j'ai eu à moins 50%, donc c'est un petit philodendron rouge impérial, je crois. Et il était à 12 €, je l'ai eu à 50%, je l'ai payé 6. Alors que vraiment, il est en super état, super beau, enfin bref. Et donc ces deux plantes-là, j'ai fait la terrible erreur de les laisser dehors. Bon, à cette saison, on peut, hein, niveau température, et en plus elles ont plus de soleil, donc c'est bon. Sauf qu'il n'y a plus beaucoup ces temps-ci. Et en fait, j'ai pas vu, mais bah, elles se sont chargées en eau. Et donc, comme la motte de terre a été beaucoup trop mouillée, je préfère changer la terre pour éviter que les racines pourrissent. Parce que comme là, les températures redescendent le soir, bah, je les ai rentrées, donc ça veut dire qu'elles sont intérieures, donc dans un milieu moins chaud que ce qu'il fait en extérieur en journée. Dans mon intérieur, il doit faire maximum 21, et en journée, ces temps-ci, il fait plus 25-26, quoi. Et du coup, vraiment, je vois, enfin, ça fait 1 ou 2 jours que je les ai rentrées, je vois que la terre sèche pas trop, donc on va pas prendre de risque de faire canner des plantes que je viens d'acheter. Et du coup, c'est pareil pour cette grande plante qui est un Dieffenbachia. Donc elle aussi, et elle, de toute façon, je comptais lui changer son pot, parce que ça se voit vraiment qu'elle a été bourrée dedans, elle est à l'étroit, tout ça. Donc j'ai pris ce pot-là, enfin, en fait c'est un cache-pot, oui, il faut que je le lave, il est vraiment très sale, j'ai été le chercher dans le range. Et en fait, comme c'est un cache-pot
Vous voyez, on voit un peu au travers. Je me suis dit que j'allais mettre un petit pot jaune dedans. Je trouve que ça fait un joli petit effet. Bon, une fois que ce sera propre, bien évidemment, hein, parce que là, tout sale comme ça fait juste dégueu, quoi. Mais du coup, c'est parti. En matière de substrat, moi, ce que je mets, c'est un mélange tourbe, sable et... Tout ça, et puis terreau. J'allais vraiment chercher pendant 20 secondes le nom du terreau. Bref. Et j'ai déjà fait mon mélange, mais je l'ai perdu visiblement. Yes. Et du coup, c'est parti. Alors, on va mettre ça là. C'est pas très beau, hein. Le cadre était plus beau sans, mais bon. Et hop. Donc, vous voyez là, on a la terre qui est quand même très très noire, très très humide. Et j'ai pas trop envie qu'il moisisse, quoi. Donc, je vais lui garder quand même un peu de cette terre-là, parce que elle me paraît pas trop mauvaise, quoi. Mais je vais la mélanger donc avec mon mélange tourbe, tout ça, qui est un peu plus sec. Alors ce à quoi il faut faire attention quand on enlève la terre, c'est ne pas casser les racines. Mais ouais, là je vois que j'ai des racines qui... Je viens littéralement de dire ne pas casser les racines et de tirer sur une racine pour la casser, oui. Mais c'est du coup pour voir s'il y a de la pourriture, tout ça. Et donc les racines qui cassent comme ça, c'est qu'elles commencent à être fragilisées par l'humidité. Et donc vraiment, c'est pas bon de les laisser comme ça. Je suis en train de me dire que je pourrais quand même le rempoter aussi dans un pot plus gros, celui-là. Parce que je vois que les racines sont quand même très très serrées autour de la menthe. Mais en même temps, j'ai pas de pot plus gros. Donc j'ai envie de dire la question est vite répondue. Et donc, pour vous montrer l'aspect d'une racine vraiment en bonne santé, elles doivent être blanches, donc comme celle-là. Je sais pas si on voit très bien. Mais donc ça, c'est une racine vraiment en bonne santé, bien blanche, bien comme il faut. Après, il faut quand même faire la différence entre les grosses racines et les petites racines. C'est aussi normal qu'il y ait de la terre sur les racines, évidemment. Mais si les racines sont noires, c'est qu'il y a de la pourriture. Et donc, si vous rempotez la plante quand elle a déjà commencé à pourrir, c'est pas forcément trop tard. Mais faut prendre un petit couteau et trancher net toutes les racines qui ont pourri pour ne garder que des racines saines et attendre et espérer que la plante, à partir de ces racines saines, refasse plus de racines. Donc, quand on a un bon 50% de racines saines, c'est bon, il n'y a pas à s'en faire, la plante va survivre. Mais si on a beaucoup moins que ça, faut prier très fort. Hein. Là, hop, je vais vous montrer donc une grosse racine, ça doit être la racine principale que je suis en train de découvrir là. Et ça se voit que celle-là est vraiment encore très très saine. Donc ça va. Je viens de comprendre pourquoi elle est si serrée. C'est quand ils entourent les racines de fibres. Je sais pas trop quel type de fibre c'est, mais en gros, c'est ça qui fait que la terre tient autour. Alors les producteurs, ils font ça pour éviter que les racines soient à l'air, qu'il y ait des parties en fait où il n'y a pas de terre autour des racines et que du coup la plante sèche. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment... ça apporte énormément d'humidité et dès qu'on arrose trop, ces fibres, elles s'imprègnent de l'eau en trop. Et du coup, ça peut vraiment porter préjudice à la plante une fois qu'on la rapporte à la maison, tout ça, et qu'on change ses habitudes de base. Donc ouais, moi j'aime bien enlever tout ce tissu-là. Mais donc, hop, je vous montre là la grosse racine principale. Donc c'est vraiment toute cette partie blanche là qui court un peu, qu'on voit, qui continue là. Et donc celle-là a l'air bien saine, donc ça va. En fait, le truc c'est que la pluie qu'ils ont eue là, j'ai pas vu tout de suite en fait. Moi, c'est le truc, c'est qu'ils étaient à côté d'une table que j'ai dans mon jardin. Et c'est une table qui est, c'est vraiment une table de jardin qu'on utilise pour poser justement les plantes. Et donc elle est un peu vieille et tordue. Et en fait le truc c'est que ça a formé un peu une gouttière qui est tombée directement dans les pots. Donc ils ont déjà eu beaucoup beaucoup d'eau. Et après il n'y a pas fait beau du tout.
Donc les plantes n'ont pas pu sécher. S'il y avait eu du soleil après la pluie, ça aurait été, mais là... Et en fait, là, j'hésite même à la laisser un peu sécher à l'air racine nue. Alors c'est un truc qu'il faut pas faire... Enfin, disons qu'il faut pas s'amuser à le faire tous les 30 secondes, quoi. Mais c'est un truc qui peut être utile quand là, on a vraiment une masse qui est très 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 humide. Enfin, vraiment, vous pouvez voir la terre, elle est très humide. Et là, je me dis, si je remets de la terre autour de ça, bah ça risque... Enfin, j'ai quand même peur que ça moisisse, quoi. Il faut vraiment savoir que pour les plantes, un excès d'eau sera toujours pire. Enfin, vous voyez, là, si je presse, vraiment, on a de l'eau qui tombe. Et donc, un excès d'eau sera toujours pire qu'un manque d'eau. Enfin, toujours. Ça dépend dans quelle mesure quand même, hein, mais c'est beaucoup plus souvent fatal, en fait, pour une plante d'avoir trop d'eau que de manquer d'eau un peu. Du coup, là, j'ai à peu près enlevé tout ce que je pouvais enlever. Voilà, du coup, on a le petit ficus et je pense que je vais le laisser un peu reposer comme ça, histoire d'un peu sécher les racines parce que bah, elles sont quand même bien bien trempées. Je vais même l'entourer d'un petit mouchoir en papier absorbant, histoire que ça pompe l'eau et qu'on reparte avec des racines pas trop mouillées, quoi. On fait un petit baluchon comme ça. Comme ça, on va laisser le petit papier absorber toute l'eau en trop, tout l'excédent. Hop, on va le laisser comme ça. Et c'est parti, on va s'occuper de celle-ci qui a le même problème parce qu'elle était exactement au même endroit. Alors, du coup, celle-là, la motte de terre s'en va beaucoup mieux. Et donc, je vous parlais des racines qui devaient être blanches. Alors, de manière générale, mais on peut voir que comme certaines plantes, et celle-là en est un bon exemple, on peut avoir des racines d'une autre couleur, et donc celle-là a les racines rouges en fait. On voit bien sur le petit bout là. Alors c'est vrai que du coup, une plante avec des racines rouges, c'est un peu plus compliqué de faire la différence entre une racine saine et une racine qui a pourri, parce que bah, c'est plus foncé que du blanc. Mais donc là, je vois vraiment, ce que je vois là pour le moment, c'est très très sain. Après, les racines étaient vraiment sur tout le tour du pot, donc pas emprisonnées dans la terre. Donc je pense que ça a aussi pas mal aidé. C'est marrant comme le système racinaire n'est pas du tout de la même forme. Ici, là, on a vraiment une grande racine avec bah, plein de petites... Je sais que les plus petites racines, ça a un nom, mais j'ai plus du tout en tête. Donc on va dire des petites racinettes qui en fait vont de part et d'autre de cette racine principale. Alors là, ça devient un peu plus compliqué de défaire la motte. Elle est un peu plus serrée. Il y a un peu plus de racines qui se rejoignent, qui se tiennent entre elles. Donc, mais comme l'autre, on va essayer hop, de défaire le plus possible. Je pousse ça. Alors la terre là, du coup, je vais la réutiliser, mais je vais la mélanger avec ma terre beaucoup plus sèche. Et je vais évidemment pas la réutiliser pour les deux là, mais pour les autres pots que je dois rempoter, qui ont une terre bien plus sèche, et ben je vais faire un petit mélange avec cette terre là, et ça ira très bien. Alors aussi pendant qu'on rempote, ce qu'on peut voir, c'est quand il y a des feuilles qui sont cassées, du coup les enlever parce qu'elles vont juste bah, épuiser la plante. C'est pas vraiment nécessaire qu'elles soient là, quoi. Et donc ce qu'on peut faire aussi bah, pour éviter de casser les racines, c'est bah, tapoter comme ça. Et du coup bah, ça fait tomber toute la terre qui n'est pas vraiment accrochée. Alors bien sûr il ne faut pas lui mettre des grandes torgnoles dans la truffe, hein, sinon c'est un peu contre-productif. Mais du coup on voit là que j'ai quand même de plus en plus de racines à nu. Parce que du coup bah, la terre tombe, logique. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal hein, sur celle-là. On a encore un peu de terre vraiment là dans le centre, mais autant je trouve que la terre est plus humide que dans l'autre, mais les racines sont vraiment là, j'en vois pas qui ont l'air d'avoir souffert. Alors bon voilà, la couleur rouge joue aussi certainement, mais aussi l'espèce de la plante. C'est vrai qu'il y a des plantes qui supportent beaucoup mieux bah, d'être dans l'humidité. Par exemple, ce que les deux plantes là ont eu, c'est pas du tout un drame pour ces deux plantes là.
Normalement, elles vont très bien s'en remettre toutes les deux. Mais j'aurais fait ça à un aloe vera ou autre plante grasse, je pouvais l'acheter quoi. C'était comme l'autre. Je l'entoure d'un petit mouchoir histoire d'absorber tout l'excédent qui pourrait rester. Hop, je la repose dans le pot et on va passer aux autres le temps que les deux là sèchent un petit peu. Alors, je vais commencer par celle-ci. Donc, ce qu'il faut faire très attention, c'est enlever le pot délicatement pour pas casser les racines qui en dépassent. Bon, là, elles n'ont pas fait de ramification. Et donc, quand je dis que les pots sont bien souvent trop petits, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que là, vraiment, les racines ont pris toute la place qu'elles avaient disponible et elles n'ont pas énormément pour se nourrir du coup. Parce qu'il faut savoir que les racines, faut qu'elles soient, autant que faire se peut, entourées de terre. Et donc là, c'est clairement pas le cas. Pourquoi mettre un pot comme ça troué et un cache-pot? Tout simplement parce que c'est beaucoup mieux d'arroser les plantes par le bas, donc par ça, les mettre dans une coupelle d'eau, laisser la plante pomper ce dont elle a besoin, et l'enlever de la coupelle d'eau, disons une demi-heure plus tard. Ça évite les surarrosages, et ça évite surtout que si je mets directement ma plante dans ce pot duquel l'eau ne peut pas s'échapper, si j'arrose trop, l'eau continue à stagner là, donc la motte de terre ne sèche jamais, donc on a des pourrissements. Là, ce que j'ai déjà, c'est que je mets ce pot dans celui-ci, et j'ai un petit espace au fond. Donc, s'il y a trop d'eau, à moins qu'il y ait vraiment, vraiment trop d'eau, le pot là ne sera pas en contact avec l'eau qu'il y a au fond. Et surtout, régulièrement, on peut checker dans le cache-pot s'il n'y a pas d'eau stagnante et la jeter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu casser cette motte dans le pot pour que la plante soit autour d'une terre qu'elle connaît, j'ai envie de dire. Je touche pas trop aux racines parce que voilà, elles vont pouvoir faire leur chemin tout seules. Et donc, je vois que là, ma plante est un petit peu basse. Donc là, je vais prendre cette terre que j'ai là. Je remets un petit peu en dessous pour que ma plante soit vraiment le bas de la plante à hauteur des bords du pot. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pas que le pot fasse lui-même de l'ombre à la plante. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Et donc là, je remets de la tourbe plutôt sèche sur le dessus. Hop, je tourne le pot, je fais bien tout le tour. Je vérifie bien que ma plante est stable dedans. Je tasse un peu, mais pas trop. Hein, je veux pas étouffer la plante. Je veux que ses racines puissent toutes seules aller chercher la façon dont elles ont envie de se mettre. Et donc si je fais une terre trop compacte, ça va pas le faire. Bon, là je vois que ma plante n'est pas ultra bien centrée. Donc je peux la décaler un petit peu comme ça. Et à nouveau je tasse pour qu'elle puisse bien tenir dans le pot. Et donc techniquement, juste après le rempotage, il faut mettre un premier petit coup d'arrosage. Alors moi je ne vais pas le faire tout simplement parce que j'ai utilisé cette terre qui est déjà pas mal humide. Donc ça sert à rien de rajouter encore un facteur d'humidité. Et avec ce petit bout de mouchoir, je fais le tour du pot pour enlever ce qui est déposé, avoir un rendu propre. Et donc là, ma plante est prête à aller dans le cache-pot. Et voilà le résultat. Bon, évidemment, il faut que je nettoie le pot, mais ça sert à rien de le faire tant que j'ai les mains comme ça. Donc là, je vais juste la mettre de côté et je nettoierai tout ça une fois que les plantes seront toutes finies. Et donc, j'ai mes petits pots là. Donc, ce que je fais, c'est que en fait, tous les pots comme ça, je les garde. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de rempoter la plante, donc techniquement, pour une plante d'intérieur, on essaye de faire un rempotage tous les 1 an, 2 ans au printemps pour qu'elle puisse s'étendre et bien grandir. Mais donc, quand j'aurai besoin de faire un rempotage d'une petite plante qui est dans un plus petit pot que ça, par exemple, hop là, celle-ci, bon, c'est des plantes grasses, donc ça grandit pas très vite. Mais donc, quand j'aurai besoin de rempoter celle-là, hop, je pourrais la mettre dans ce genre de pot. Et donc, c'est quand même plutôt pratique de les garder, ça évite d'en acheter. Bon, après, ceci dit, les jardineries en jettent énormément, et donc en général, elles ont des bennes sur leur parking, des bennes dans lesquelles on peut se servir. Alors ensuite, nouveau pot, nouveau cache-pot.
À nouveau, j'ai galéré à trouver un pot qui va dans le cache-pot, bien, qui tient bien, qui dépasse pas, mais donc voilà le pot. Et donc on passe sur cette petite plante, alors j'ai plus son nom scientifique, mais il s'agit d'une plante araignée, et j'en avais déjà une, mais qui n'a pas supporté l'invasion de thrips que j'ai eue, et du coup bah voilà. Et donc celle-là aussi on voit les racines qui dépassent tout ça, elles aiment pas. Et pourquoi ne surtout pas garder ça et mettre dans un cache-pot? Et bien parce que comme je vous ai dit, au fond du cache-pot il peut y avoir de temps en temps de l'eau stagnante, et donc si je mets ça directement là, bon déjà c'est pas du tout la bonne taille, mais surtout s'il y a de l'eau stagnante, j'ai les racines qui trempent directement dedans, et donc là bah en vrai vraiment pourriture presque inévitable quoi. Du coup à nouveau je la prends doucement. Donc là on voit qu'elle a des bonnes grosses racines bien en forme. Donc pareil, là je vais pas tellement toucher aux racines parce que je veux pas les casser. Bon, alors là il faut voir que dans ce pot il y a vraiment des très gros trous, mais c'est le seul que je trouvais qui allait dans ce cache-pot là, donc bah on garde ça quoi. Alors là niveau hauteur on est plutôt pas mal, donc je casse un petit peu la motte, mais vraiment très légèrement. Et donc je vais venir mettre de la terre tout autour. Donc pour vraiment le bord du pot, je vais utiliser cette terre-là, donc qui est pas mal humide. Hop, comme ça je peux la tasser assez facilement. Et une fois que j'ai fait ça, et là je passe à mon mélange tourbe terreau sable. Alors, mélange tourbe terreau sable, c'est vraiment le mélange de base. Donc ça dépend ce qu'on veut faire hein, en fonction des apports en humidité dont la plante a besoin. Moi je fais un tiers, un tiers, un tiers, parce que la plupart de mes plantes donc, sont juste des plantes vertes, tout ça. Pour ce qui est plantes grasses, il faut un substrat qui ne retient pas du tout l'eau. Donc c'est bien de mettre de la perlite ou des petites billes d'argile ou même des petits gravillons, des petits cailloux. Après on peut acheter des mélanges pour plantes grasses déjà tout fait. Hein. Mais donc voilà, il faut prendre en compte les besoins de la plante en humidité, en eau, tout ça. Parce que les plantes grasses, en fait, souvent, les gens ont tendance à négliger leur arrosage et donc les arroser régulièrement, mais un tout petit peu. Elles peuvent s'en contenter, hein, parce qu'elles sont assez fair-play, et donc elles n'ont pas forcément besoin de beaucoup. Mais faut savoir que c'est des plantes qui viennent principalement des déserts, et donc si elles peuvent se passer d'eau pendant pas mal de temps, en fait, quand il pleut dans le désert, bah, il pleut, ça fait pas semblant quoi. C'est pas une petite pluie fine de 3 secondes 20. Et donc en fait les plantes grasses, ce qu'elles préfèrent, c'est être complètement immergées bah, pour avoir vraiment de l'eau partout. Et après c'est pour ça qu'il faut un substrat qui sèche très vite. Comme ça, après le substrat sèche et elles pourrissent pas, mais elles ont absorbé de l'eau par les feuilles, par les racines, partout. Et bah, c'est vraiment le must pour tout ce qui est plantes grasses. Hop, on a une deuxième petite plante qui est faite. Et elle est trop mimes comme ça. Parfois, du coup, comme je vous ai dit, hein, les plantes en jardinerie sont dans des pots trop petits et parfois il y a trop de terre aussi. Donc l'idée en fait pour bah, éviter ça, c'est vraiment de prendre la première feuille de la plante. Bon après pas sur toutes les plantes parce que par exemple une plante comme ça, si je l'enterre jusqu'à la première feuille, je l'enterre jusque là. Mais et encore, hein, celle-là n'est pas forcément obligatoirement avec un tronc, elle peut avoir des feuilles du bas. Moi celle-là a un peu souffert parce que quand je l'ai achetée, elle avait des... En fait c'est mes parents qui me l'ont achetée, qui me l'ont ramenée parce que j'en avais une qui est morte du coup à cause de mon invasion de thrips. Et mes parents l'ont acheté à Jardiland. Et en fait, la plante, dans le magasin, hein, parce que franchement, mes parents l'ont acheté, elle était déjà criblée de bêtes, elle était infestée de cochenilles boucliers. Et donc, moi, j'ai vu ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que elle avait déjà deux têtes, alors que normalement, elles ont une seule cime. Et là, elle avait deux cimes. Donc, j'ai coupé une des deux cimes qui était presque exempte de bêtes. Je l'ai traitée et je l'ai mis à bouturer, ce qui m'en a fait une petite que j'ai quelque part là-bas. Et la grande, je l'ai ramenée chez Jardiland pour leur dire, bah, enfin, mes parents l'ont achetée hier et elle est bourrée de bêtes. Enfin, déjà, bah, pour les prévenir qu'ils regardent dans leur magasin, parce que pour une jardinerie, ça peut faire quand même pas mal de dégâts.
Et moi je pensais qu'ils allaient faire un geste commercial, quelque chose comme ça. Alors en fait, elle m'a juste mis du produit qu'on pchit dessus, hein, à savoir un produit toxique et chimique, alors que faire une solution de savon noir vinaigre, ça fait totalement la même chose, ou juste prendre du savon noir et la nettoyer. Et pas un geste commercial, rien, même pas, à la limite, elle m'aurait proposé de m'offrir une bouteille de soin. Je l'aurais pas pris parce que voilà, je suis pas pour traiter chimiquement, parce qu'il y a des techniques naturelles et que c'est moins invasif pour la plante et c'est mieux de toute façon. Mais rien, vraiment, ça la faisait chier, même traiter la plante, ça la faisait chier quoi. Et j'étais là, ok les gars, depuis je n'ai pas remis les pieds à Jardiland, parce que enfin il y a quand même des limites, tu vois. C'est même pas comme si elle la... Bon, après, je sais que c'était juste une vendeuse, hein. Mais à la limite, si elle s'était excusée, qu'elle avait dit, bon, bah moi, je peux rien faire, voilà. Enfin, en fait, c'est juste l'histoire d'avoir un peu de respect en face et une personne compréhensive. Parce que l'erreur vient d'eux. En fait, ils vendent une plante qui est complètement infestée. Si moi, je faisais pas gaffe en apportant mes plantes, ça aurait pu me poser des problèmes pour absolument toutes mes autres plantes. C'est vraiment un peu le pire que ce que puisse faire une jardinerie, quoi, vendre des plantes infestées. Et quand on retourne les voir pour leur dire, voilà, vous m'avez vendu une plante qui est... mais puis c'était pas une petite infestation. Vraiment, j'avais pas jamais vu une plante avec autant de cochenilles. Donc déjà, comment les types sont passés à côté? Enfin, comment ils ont pas vu? Et, et surtout, ouais, en fait, t'es là, t'as l'impression de les faire chier, ils te parlent vraiment avec mépris et obligé d'insister. Pourquoi? Pour qu'elles finissent par te pchiter ta plante de produits chimiques. Vraiment, en plus, moi, quand elle m'a dit, parce qu'elle voyait bien que je partais pas, quand elle m'a dit, ah bah oui, vraiment, c'était ça la réponse que j'ai eue. Non, déjà, elle m'a dit, vous êtes sûr que c'est pas chez vous qu'elle les a eues? Oui, entre aujourd'hui et hier, elle a eu une infestation, genre, voilà. Et, Et après, quand elle me propose de la traiter, je pensais au moins qu'elle allait faire les choses bien. Non, vraiment, elle te pchite le truc. Et puis c'est tout, c'est allez, dégage. Donc voilà, voilà quoi. Et ouais, c'est vraiment le manque de considération, moi, qui me dérange. Le fait qu'il me rembourse pas la plante, tout ça, bon, c'est pas dramatique. Mais vraiment, ce manque de considération, presque ce mépris quand tu peux aller voir, alors que la faute est quand même la leur, quoi. Et que enfin, je sais pas, moi, quand je vais les voir, c'est pas seulement pour dire, enfin, pour aller chouiner, gneu, gneu, vous m'avez vendu une plante à moitié fralée. Parce que ça, à la limite, je veux dire, si j'y avais été moi, j'aurais fait attention enfin, j'aurais vu, mes parents, ils ont pas regardé, déjà parce qu'ils se sont pas doutés qu'une plante allait être infestée comme elle l'était en jardinerie, mais ils n'ont juste pas regardé. Moi, j'aurais peut-être regardé, mais le fait d'aller les prévenir, c'est aussi leur dire faites attention que ça se propage pas dans vos serres, quoi. Enfin, bref. Du coup, voilà, c'était ma petite story time de ma très mauvaise expérience à Jardiland. Mais bon, après, voilà, c'est pas un drame. Je vais juste plus acheter de plantes à Jardiland parce que je suis bornée, je suis une personne très bornée. Et voici encore une plante. Alors ça, c'est un dragonnier que ça s'appelle. Il me reste celle-là, hein, du coup. Vu qu'on parlait d'elle, son infestation, tout ça. Vous voyez, la terre qui est là, elle est vraiment pas ouf. En fait, c'est surtout le dessus de la mode qui me pose problème, qui est un peu bizarre. Parce que j'ai l'impression que le dessus a énormément séché, alors que le dessous est humide comme il faut, quoi. Donc c'est vraiment des coups à trop arroser la plante, quoi. D'avoir vraiment le dessus bien sec et le dessous de la motte humide. Ça veut dire qu'on regarde. C'est pour ça qu'en soi, quand on arrose une plante, il faut planter genre une phalange pour voir si c'est humide en profondeur. Si c'est vraiment sec sur les 2 premiers centimètres, en général, on peut y aller, on peut arroser. Après, la technique de la phalange, c'est pas toujours facile et on n'a pas toujours envie. Par exemple, moi je sais que des fois j'arrose mes plantes juste avant de partir au travail, j'ai pas envie de mettre mes doigts jusqu'à la première phalange dans la terre. Enfin, voilà quoi, je fais ça vraiment rapidement. Et donc, moi ce que je fais sinon, c'est que je prends un petit bâton type cure-dent, pic à brochette, tout ça, et je l'enfonce et si il ressort tout noir, c'est que la terre est humide.
même trop humide, hein, s'il ressort tout noir. Et s'il ressort propre, c'est que la terre est sèche, qu'elle n'a pas accroché dessus. Donc voilà, c'était le petit tips. Du coup, celle-là, c'est vraiment aller vite, hein. Je voulais juste un peu resurfacer, parce que ouais, la motte avait beaucoup séché sur le dessus, et du coup, bah, elle était vraiment basse, la terre dans le pot. C'est quand même mieux comme ça. Je vais passer à ce petit aloe vera, mais pour le coup, lui, j'ai pas pris de pot qui allait dans celui-là, donc on va tester celui-là. C'est pas trop mal celui-là. Disons qu'il dépasse un peu. Je vais le découper. Bon, on va partir sur un découpage de la main là. Parce que sinon je vais vraiment salir mes ciseaux. J'ai pas envie de les nettoyer après. Mais c'est bon, on est ambidextre. Y a pas de souci. Voilà. Bon, on a quelques petits crans, hein, mais c'est pas grave. Disons qu'on n'est pas allé très très droit, quoi. Hop. Voilà, c'est parfait, ça dépasse plus. Du coup, bah, l'aloe vera, je vais vraiment juste rajouter de la terre parce que le pot est un chouille plus gros, mais sinon je vais lui laisser son substrat. Il a déjà un substrat qui lui convient parfaitement. Du coup, on va le garder. Il y a la biche. Alors aussi, une des raisons pour laquelle je mets de la tourbe avec le terreau, c'est parce que le terreau a tendance à, si jamais on le laisse sécher, à faire un bloc compact un peu hydrophobe, c'est-à-dire qu'il assimile plus du tout l'eau. Et du coup, bah, la plante en fait va beaucoup manquer d'eau. Et donc soit on réhumidifie toute la motte et on risque des pourrissements, soit quand on met de l'eau, ça va pas imbiber la motte du tout. Et donc la plante va pas assimiler du tout l'eau qu'on lui donne. Et bah, du coup va sécher quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça bien de mélanger avec de la tourbe. Parce que la tourbe casse un peu ce côté hydrophobe du terreau. Bon, après, pour que la motte de terreau devienne vraiment très très sèche, ça veut dire qu'il y a quand même eu un manque d'arrosage assez flagrant. Mais bon, ça arrive quand même souvent, quoi. Et du coup, là, je peux lui mettre un joli cache-pot, parce que c'est vrai qu'il était un peu triste. Il n'y avait plus de cache-pot, si j'y arrive. Voilà, voilà. Aidez-moi comme il est beau. Il est heureux, ça se voit. Il me reste le gros morceau, il me reste le Diefenbacher. Il fait partie de la team de ceux qui ont eu un peu trop d'eau. Il était aussi sous la pluie. Du coup, bah, on va le rempoter. Mais comme je vous ai dit, celui-là, il a vraiment été bourré. Je sais pas si ça se voit, mais on voit qu'il y a vraiment la terre qui a été bourrée dans le pot. Donc, de toute façon, je pense que ça va lui faire du bien. Alors, j'ai une feuille là qui jaunit. Donc, c'est en partie parce qu'elle a eu trop d'eau, mais c'est aussi une feuille du tour. Donc, je vais juste la couper. Voilà, je l'enlève. Parce que ça sert à rien en fait, ce qui a jauni là, ça ne redeviendra jamais vert. Et donc ça sert à rien que la plante perde de l'énergie sur une feuille comme ça. Donc là je vais avoir peut-être un peu de mal parce que elle est vraiment imposante. En fait il y a plusieurs pieds dedans et j'hésiterais même à la séparer en fait. Hop. Alors regardez. Bon bah déjà ça me rassure de voir vraiment les racines bien blanches parce que cette feuille qui jaunissait à cause de l'eau, je me disais ça sent pas bon quoi. Mais ouais, on a des racines bien blanches, donc ça c'est cool. Et donc que je vous montre, en fait, presque toute cette terre-là que je viens d'enlever était en trop. Donc en fait, on voit là où la planche devient blanche, la terre devait arriver jusque-là, et c'est vrai que là, elle montait jusque-là, quoi. Là aussi, hein, on va se séparer de toute cette terre. Et bah, je vais aller rechercher de la tourbe dans mon jardin, parce que j'en ai plus. Ce qu'on peut faire, c'est déjà, en fait, prendre les racines par le bout. J'aime pas trop faire ça parce que j'ai toujours peur de casser les racines, ce qui arrive quand même assez fréquemment, mais donc on prend les racines et hop, on les sort. Donc vraiment, faut pas forcer. Cette racine-là, elle est venue toute seule, elle s'est levée, je l'ai levée, mais si je sens qu'il faut que je force un peu, bah je force pas. Le but, bah, c'est pas non plus de casser les racines, quoi. C'est même tout ce qu'on cherche à éviter. Ah.
Elle a de l'eau sur les feuilles, j'ai une goutte d'eau qui est tombée sur mon bras, j'ai eu peur. Et alors, ce qu'il faut voir, même si on a des grosses racines comme ça, c'est quand même important de ne pas casser les petites racinettes qu'il y a plus petites, parce qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus par les petites racines que la plante absorbe ce qu'il lui faut, parce que la peau des racines est plus poreuse en fait quand elles sont fines, et donc elles absorbent mieux, et les grosses racines, ça condense un peu tout ce que les petites racines ont absorbé. Le mieux, c'est de ne pas en casser. Oh, et je me demandais aussi, c'est vrai que j'ai une chaîne quand même très axée, enfin, le principe de base de la chaîne, ça reste restauration de ma maison, bricolage, tout ça, mais j'ai quand même pas mal d'autres centres d'intérêt, notamment l'écriture. J'écris des romans et c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ce que je fais, de ce que j'aime faire. Et je me demandais en fait si ça vous intéresserait que j'en parle ici. Parce que en fait, je me suis dit, enfin, je pense qu'à terme, j'en parlerai. Mais je me suis dit, le temps du lancement de la chaîne, en fait, pour pas un peu perturber l'algorithme, parce que même si on n'est pas là spécialement pour faire des vues, tout ça, ça fait quand même plaisir quand ça marche. Et il y a quand même un bail assez cruel avec l'algorithme, c'est que s'il ne comprend pas quelle audience est ciblée, les vidéos vont pas être recommandées. Et donc, dans le début d'une chaîne, euh, où beaucoup de vues se font en fait principalement par la suggestion de YouTube, parce qu'on n'a pas encore de communauté qui s'est fixée, si on passe d'un sujet à un autre sans vraiment choisir, l'algorithme ne comprend pas à qui nos vidéos plaisent, parce que toutes les vidéos ne plaisent pas aux mêmes personnes. Et donc, l'algorithme se perd un peu dans tout ça. Et quand l'algorithme ne comprend pas, il arrête. Et du coup, les vidéos finissent par ne plus être recommandées ou même ne pas être recommandées. Et c'est un peu dommage de griller ses chances dès le départ, j'ai envie de dire, pour expliquer les choses un peu basiquement comme ça, quoi. Et donc, je me demandais si ça vous intéresserait qu'on parle un petit peu de mes histoires, tout ça. Alors, principalement, en fait, mon genre de prédilection en lecture-écriture, normalement, c'est fantastique ou fantasy, les deux. Et c'est marrant parce que depuis la première histoire que j'ai écrite, je suis jamais retournée dans ce genre-là. Mais enfin, j'essaye un peu. Disons que j'ai la première histoire que j'ai commencé à écrire. Je parle d'une histoire cohérente parce que quand j'étais petite, j'avais aussi écrit un genre de plagiat de Yakari. J'avais même plagié le nom des chevaux, si vous voulez tout savoir, genre Neige d'azur et Nuages libres. Ça va, ils arrivaient que dans un seul épisode de Yakari, je crois, donc le plagiat était discret. Mais bref, ça, j'avais écrit ça quand j'étais au CP, donc. Et, mais donc, la première histoire que j'ai commencé à écrire, j'étais au collège à l'époque. Et c'était une histoire fantastique. Non, fantasy. Fantasy, oui. Non, fantastique. Oui, je fais partie de toute cette génération qui n'arrive pas à faire la distinction entre fantasy et fantastique. Je sais qu'il y en a un, c'est un monde imaginaire et la magie c'est quelque chose de normal, et l'autre c'est le monde normal et la magie c'est un truc waouh, et après ils peuvent découvrir un monde imaginaire, mais bref. Mais à chaque fois je confonds. Du coup, cette histoire, j'ai jamais fini de l'écrire, mais là je suis en train de la reprendre en mettant beaucoup plus de diversité parce que moi je trouve que c'est important de représenter, je dirais pas tout le monde parce que c'est impossible de représenter tout le monde, mais disons de pas représenter toujours la même catégorie de personnes parce que, disons que fantasy, fantastique, c'est des genres littéraires qui sont beaucoup plus lus par la jeunesse. Et donc c'est important quand on est jeune de se sentir représenté, d'avoir des personnages à qui s'identifier en fait. Et, et c'est vrai que c'est un truc que les nouvelles générations ont beaucoup plus. Mais moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, je faisais pas tellement attention à ça. Et c'est pas un drame parce que pour ma part, j'étais un peu la personne lambda. Donc me sentir identifiée, c'était assez facile quelque part. Mais donc, enfin, il n'y a jamais un enfant qui va dire waouh, je trouve que je veux dire mon type de personnage, hein, mais c'est vraiment pour caricaturer et dire
dire les choses facilement, quoi. Mais waouh, mon type de personnage est jamais représenté. Non, un enfant va pas se plaindre de ça, mais un enfant qui se sent différent et qui un jour va tomber sur une représentation qui lui correspond, il va se sentir beaucoup mieux. Je dis ça parce qu'il y a tous ces trucs de oui, non, mais c'est du wokisme, et en fait, les enfants, ils veulent juste lire une histoire, ils s'en fichent de. En soi, oui, l'enfant, il va pas. Enfin, il va pas faire attention à ça, mais l'enfant qui en a besoin, et ben, ça va répondre à ce besoin sans même qu'il ait conscience de ce besoin. Bref, je digresse beaucoup. Mais donc, je suis en train de reprendre cette histoire fantasy, fantastique, et de mettre beaucoup plus de diversité pour essayer d'avoir des représentations fidèles à la réalité, en fait. Parce que, bon, c'est vrai, on peut aussi parler des quotas, par exemple les séries Netflix, on voit qu'il y a de la représentation un peu pour faire plaisir à des quotas, mais en même temps, c'est en normalisant ce type de représentation, même si ça peut être fait un peu gauchement comme Netflix parfois, c'est en banalisant ça qu'on arrive à plus de représentation, donc les quotas sont pas forcément mauvais. Mais bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là non plus. J'ai perdu le fil, je sais plus où j'en étais. Enfin bref, j'écris cette histoire fantasy fantastique un peu en ce moment, mais vraiment pas super assidûment, quoi. Sinon, j'écris beaucoup, beaucoup de romances, alors que c'est super drôle parce que vraiment la romance, c'est pas un truc qui m'intéresse dans la vraie vie, quoi. Genre, je ressens absolument pas le besoin de me mettre en couple ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien écrire de la romance, je trouve ça marrant. J'écris aussi, le projet sur lequel je suis en ce moment, c'est un roman plutôt historique qui se passe pendant les événements de mai 68. C'est une période qui m'a toujours un peu fascinée depuis toute jeune, quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas partir sur ça. C'est un roman qui est un peu dans des thèmes Dark Academia. Je sais pas si vous voyez la vibe, ça parle pas à tout le monde. Mais donc c'est un peu pour décrire rapidement ce qu'est le Dark Academia, c'est un peu toute une esthétique autour des études, avec un peu des décors gothiques. Alors gothique dans le sens gothique architectural, hein, pas gothique des gens qui s'habillent en noir, tout ça. Donc c'est toute cette esthétique, ouais, autour des études, en fait de l'université, mais un peu l'université dans les vieux bâtiments d'université, tout ça. Niveau vestimentaire, je dirais l'esthétique 19-20e siècle, avec vraiment des vêtements très soignés, des costumes, des tons pas très francs en fait, plus dans les bruns, les tons de la nature en fait. Mais vraiment pas de couleurs vives, parce que quand je dis les tons de la nature, c'est vrai que si on sort une tenue Dark Academia inspirée des couleurs d'un pélican, ça risque pas de trop être dans le thème de ce qu'on recherche. Ça, c'est pour la partie academia, donc académie, les études. Et autour de ça, il y a quand même le thème dark. Et le thème dark, c'est que c'est une ambiance mystérieuse, souvent pesante. Vous voulez un exemple d'un livre Dark Academia? J'essaye de vous trouver le titre en français parce que j'ai que le titre en anglais qui vient. Non. Si, Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Pour moi, c'est vraiment le livre Dark Academia. Ensuite, il y a aussi là, je vais vous dire le titre en anglais parce que en fait, je sais même pas si ce livre est sorti en français. Donc, If We Were Villains. Niveau film, un film qui est vraiment, vraiment dans cette vibe, Le Sac des Poètes Disparus. On a vraiment cette idée pour moi, de jeunesse où tout est possible, et en fait, tout est possible, mais pas tellement, genre, parce que je vais pas vous lancer de spoiler, je sais pas si tout le monde a vu ce film, et c'est un tellement beau film pour moi que j'ai pas envie de le spoiler dans une vidéo qui n'a rien à voir, parce qu'en fait je suis en train de rempoter des plantes, mais donc où il y a quand même vraiment un drame qui survient, et qui, quelque part, qui coupe toute cette idée de waouh, on est à l'âge où on peut tout faire en fait. Et vraiment cette idée de vieille bâtisse d'études, parce que ça se passe dans un pensionnat pour garçons. C'est un film, enfin, c'est un livre avant d'être un film, hein. J'ai adoré le livre et j'ai vu le film avant de lire le livre. J'ai vu le film quand j'étais petite. Et c'est vrai que ce film m'a marqué, notamment par la prestation de Robin Williams,
qui est quand même vraiment un acteur, mais waouh! Donc voilà, c'est vraiment pour moi le film qui reprend l'esthétique d'Arc Academia, quoi. Genre, avec toutes ces petites phrases sur la jeunesse qui sont waouh! Genre waouh! Alors qu'en fait, bah, c'est un peu tout con, c'est gentillet, quoi. Par exemple, donc, dans le cercle des poètes disparus, ils se réunissent dans un cercle entre poètes et ils lisent des lignes de poètes ou à eux. Et avant chaque réunion du cercle, ils ont cette petite phrase du poète Henri Thoreau. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte, vivre intensément et sucer la moelle de la vie. Mettre la mort en déroute et ne pas découvrir euh, au moment de celle-ci que je n'avais pas vécu. Quelque chose comme ça. C'est pas forcément la citation exacte, mais c'est vraiment une citation que j'adore et voilà, qui est trop belle. D'ailleurs, Henri Thoreau, qui est aussi l'auteur de La désobéissance civile, un très très petit écrit philosophique en fait sur l'importance de pratiquer cette désobéissance civile quand le pouvoir en place nie un peu nos droits ou qu'on n'est juste plus en accord avec. Et en fait, dans cet ouvrage, il est là, hein, quelque part, ça devient un devoir quand le pouvoir est oppressif et qu'il n'écoute pas son peuple. Et c'est un livre qui m'a beaucoup servi pour la rédaction de la chute d'Icare, donc qui se passe en mai 68, tout ça. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc bah, vous avez eu une petite mise en bouche en fait de ce que ça donnerait si je vous parlais de mes histoires. Ça ferait que je vous décrivais aussi plus les personnages en détail, les inspirations, tout ça. Enfin, ça pourrait prendre tout un tas de formes. Et donc, si ce genre de contenu vous intéresse, bah, dites-le moi en commentaire. Moi, franchement, je suis grave hype pour vous en proposer. Mais du coup, c'est bien, ce pot est à peine plus gros que celui qu'elle avait, parce que j'ai pas envie non plus de la noyer dans trop de terre. J'aime bien l'idée de ce pot jaune pour cette plante, parce que comme elle a ces petites nervures, bon, c'est plus vert clair beige, mais ça, ouais, ça s'étend un peu vers le jaune. J'aime bien ce petit rappel. Je trouve ça mignon. Plutôt d'avis, en règle générale, de laisser les plantes se gérer toutes seules. La nature est bien faite. Hein. Et, mais il faut voir qu'une plante d'intérieur n'est pas dans ses conditions naturelles. Elle est en pot, donc elle a des nutriments assez limités et elle n'a pas les conditions naturelles, quoi. Donc, si on veut qu'elle puisse, par exemple, c'est surtout valable sur les plantes à fleurs, si on veut avoir des belles floraisons, tout ça, et les fleurs dès qu'elles sont fanées, ce qui fait que la plante va remettre une fleur en route. Parce qu'en fait, quand la fleur fane, c'est le moment où elle va libérer la graine. Coupe la fleur avant que la graine soit arrivée à terme, la plante sait que elle ne s'est pas reproduite, donc que si elle meurt, elle n'aura pas de descendance. Je dis ça en termes très humains en fait, hein, parce que la plante se fout d'une descendance, mais il y a cette idée quand même de préservation de l'espèce où le but dans la nature, ça reste quand même de se reproduire plus ou moins. Plutôt moins que plus, hein, c'est toujours mieux. En général, les plantes ne deviennent pas trop nombreuses pour leur milieu au point de détruire leur milieu. Si l'allusion aux humains ne s'est pas comprise, c'est tout à fait le cas. Hein. On est à peu près la seule espèce à faire ça. Voilà. Bon, je crois qu'on est bon. Hein. Il ne nous reste plus que nos deux petites qu'on a laissées. On la récupère. Hop. Donc pour vous montrer... le mouchoir est quand même bien mouillé. Enfin, il a quand même pas mal absorbé. Bon, on retourne chercher de la terre. Let's go. Venez, je vous prends avec moi ce coup-ci. Parce que en même temps, j'ai les mains très sales. J'ai pas trop envie de toucher mon téléphone. Let's go. Allons chercher de la terre. Ouais, on fait des activités très intéressantes tous ensemble. J'adore ça. Je parle trop comme une mono de colonie de vacances, ça va pas du tout. Hop. Let's go. Bon, on risque d'entendre tout l'oiseau parce qu'il y a vraiment un nid au-dessus de ma grange. Et du coup, voilà. Mais c'est mignon. Enfin, je dis ma grange, c'est la grange de mes parents en fait. Moi, ma grange, on a vu l'état dans lequel elle est. Tout ça. On a une petite arrêt devant. Ce joli hibiscus blanc. Regardez comme c'est beau. Et on est reparti. Ce vlog va être beaucoup trop long. Donc j'espère que vous aimez bien les vidéos longues. Oh, cette coupe de cheveux, c'est immonde. Du coup, let's go. Je suis presque pas dans le cadre. On a un gros paquet de tours de terreau, machin. Enfin, c'est déjà mélangé quoi. Il me reste quoi? Il me reste tout le petit ficus Elastica à faire.
et un peu du Red Emperor là. Je pense que je vais revenir encore. Ouais, ça peut le faire. Je regarde quand même que j'ai un bon mélange, histoire que j'ai pas que du terreau qui serait plus humide que le reste. Comme le but c'est quand même de les laisser sécher. Voilà quoi. Hop, on met ça. Et c'est parti, on remonte. Si je me casse pas la gueule, c'est mieux. Ah, il y a un parfum du vent par contre. Et il est pas dans les... Ah non, j'ai de la poussière dans l'œil. C'est pas agréable et je peux pas me frotter les yeux parce que j'ai les mains très très sales. Wow, cette coupe là, du Justin Bieber là, on aime. C'est bien. Hop. Let's go, nous revoilà sur les lieux du crime. En vrai, quelque part, c'est peut-être un peu le karma qui a fait que ces plantes ont trop pris la pluie. Parce que les autres, ça faisait un moment que je devais les rempoter et je le faisais pas. Et là, bah, comme celle-là, j'ai pas vraiment eu le choix parce que c'était soit ça, soit elle risquait vraiment de mourir. Bah, du coup, c'est cool. D'ailleurs, dans les sujets aussi que je pourrais aborder, je me dis si ça vous intéresse. Bon, après, encore une fois, hein, je demande si ça vous intéresse et bah, donnez-moi votre avis, votre vrai avis. Hein, ça sert à rien de dire oui si ça vous intéresse pas. Mais même si ça n'intéresse pas le public actuel, je suis d'avis qu'une chaîne n'a pas forcément un seul type de public. Par exemple, je sais pas, hein, mais une chaîne de... J'en sais rien, de randonnée dans la nature un peu sportive, mais côté genre waouh la nature, peut aussi avoir, je sais pas, faire des vidéos de cuisine. Et c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont regarder la randonnée, tout ça, que les personnes qui vont regarder la cuisine. Et en fait, c'est pas grave. Toutes les vidéos sont pas obligées d'intéresser tous les abonnés, tout le public, je pense. Je pense que c'est bien de se diversifier, de faire des choses qui nous intéressent. Parce qu'après, forcément, si la personne qui fait les vidéos n'est pas intéressée par son propre sujet, là, ça devient complexe. Et donc, si je demande si ça vous intéresse, ça ne veut pas forcément dire que si tout le monde me dit non, bah, je le ferai pas. Parce que bah, je peux avoir d'autres personnes qui ne sont actuellement pas dans mon public parce que mon contenu actuel ne les intéresse pas. Et qui pourraient être dans mon public si je fais, par exemple, un contenu différent. Mais voilà. Après, dans tous les cas, mon contenu de base, ça restera la restauration de la maison. Hein. On va pas se transformer, je sais pas moi, en chaîne sportive. Il n'y a vraiment pas de risque, hein. Je vous le dis. Parce que le sport, ce ne sera jamais un sujet de vidéo que je ferai. Mais bref. Enfin, donc, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse du contenu un peu plus axé santé mentale, par exemple. Je sais pas, moi, c'est un sujet que je trouve vachement intéressant, qui s'aborde de beaucoup de manières différentes, je trouve, et qui est souvent, en fait, abordé trop de la même manière. Parce que la santé mentale, ça veut pas forcément dire aller voir un psy, parce que tout le monde n'a pas besoin et tout le monde n'a pas envie. Chacun voit un peu midi à sa porte. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie par rapport à ça. Et donc, je sais pas si ça vous intéresserait un contenu un peu plus santé mentale, tout ça. Je demande parce que personnellement, je suis jamais allée voir de psy. Et là, depuis quelques temps, regardez, elle est trop jolie comme ça. Depuis quelques temps, j'ai commencé des séances pour avoir un diagnostic de TDA entre guillemets H, parce que je pense pas, en fait le TDA c'est le trouble du déficit de l'attention, un nom qui lui correspond pas si bien, et donc avec ou sans hyperactivité, d'où le H. Et en gros, souvent pour aller vite on dit, parce que c'est surtout diagnostiqué chez les enfants, surtout chez les garçons aussi, donc souvent pour aller vite on dit c'est juste un enfant hyperactif, ce qui en soi ne veut pas dire grand chose. Et qui empêche le diagnostic de plein de personnes qui ne se retrouvent pas dans cette idée de l'enfant hyperactif. Donc souvent les filles, parce que en fait, grosso merdo, les garçons, on va les laisser plus exprimer cette hyperactivité, parce que un peu, parce que on est dans une société patriarcale et sexiste. Et donc, quand je dis ça, c'est dans des comportements un peu acquis et pas forcément volontaires.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui est le contraire du sexisme, tout ça, mais qui va quand même avoir ces comportements sans s'en rendre compte. Et donc, souvent, les petits garçons, on les laisse plus crier, se dépenser, parce que c'est des petits gars, hein, faut bien qu'ils vont se calmer en grandissant, quoi. Alors que les petites filles, beaucoup moins, en fait. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est des études qui ont été faites, voilà. Et donc, ce trouble-là est beaucoup souvent diagnostiqué aux garçons et beaucoup moins aux filles, parce que dès le plus jeune âge, en fait, elles apprennent à masquer un peu tout ça. Et, et donc, le masking, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, important dans toutes les communautés neurodivergentes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, neurodivergent, c'est des personnes, des connexions du cerveau qui sont faites différemment pour vraiment schématiser ça. Donc neuro-cerveau divergent qui divergent. Et donc ça peut apporter toutes sortes de troubles dont fait partie le TDA, mais après on peut retrouver aussi tout ce qui est troubles dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques. Et en fait, pour moi, les personnes neurodivergentes, dont du coup je fais partie, enfin je suis en train de faire mon diagnostic pour le TDA, mais depuis toute petite, on m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un orthophoniste parce que j'étais dyslexique, chose que je n'ai jamais faite. Et en fait, j'ai jamais fait parce que j'ai réussi toujours à compenser par ailleurs. Mais donc, pour moi, les personnes neurodivergentes, en fait, ne sont pas juste... parce que souvent, c'est abordé comme... ah bah la dyslexie, c'est un problème qu'il faut soigner, et la personne qui a un problème, bah, elle est un peu abordée comme une personne qui a des capacités en moins, et c'est pas du tout ça, c'est pas déjà ça correspond absolument pas à un facteur d'intelligence. Et surtout, en fait, il faut savoir que la société se crée par le plus grand nombre, pour le plus grand nombre en général. Et donc, en fait, pour moi, c'est juste qu'il y a deux types de cerveaux, et peut-être même plus, mais pour vraiment simplifier, schématiser, il y a les cerveaux donc, les plus communs et les cerveaux moins communs. Donc là, en l'occurrence, les cerveaux neurodivergents. Et donc, comme la société est faite par les neurotypiques pour les neurotypiques, les personnes neuroatypiques, donc neurodivergents, c'est la même chose, c'est synonyme, vont pas se retrouver dedans. Et peut-être que si les personnes neurodivergentes avaient inventé l'écriture, la lecture, et ben peut-être que les personnes dyslexiques, ce serait pas elles, ce serait justement les personnes avec un cerveau neurotypique. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais c'est vraiment juste, on utilise un système qui ne sont pas adaptés à ces personnes, et c'est pas l'inverse, c'est pas les personnes là qui sont pas adaptées ou qui sont plus débiles ou quoi que ce soit. Enfin, on en va de même avec tout ce qui est trouble du spectre autistique. Par exemple, tout ce qui est problème de communication, de sociabilité, c'est des personnes qui ne se reconnaissent pas dans les normes sociales. Alors les normes sociales, déjà, elles sont acquises et pas innées, parce que c'est des choses inventées. Et depuis tout petit, on apprend, par exemple, à dire bonjour, tout ça. Et en fait, il y a des personnes pour qui ça vient beaucoup plus naturellement, et d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Donc, littéralement, les personnes sur le spectre de l'autisme. Et en fait, c'est pas qu'elles sont pas douées en communication ou quoi que ce soit, c'est juste que la communication dans la société est faite de telle manière que ça ne correspond pas à leur capacité. J'aime pas le mot capacité parce que ça renvoie tout de suite à cette idée de facteur d'intelligence. Mais je pense que vous avez compris avec toute l'explication qu'il y a autour. Et je trouve ça super intéressant, déjà du point de vue neurologique en fait, de se rendre compte des différents cerveaux, et aussi du point de vue en fait sociologique, sociétal, tout ça, de se rendre compte en fait que on n'est pas tous pareils. Bon, ça je pense que tout le monde le sait, mais se rendre compte que les personnes voient les choses différemment et ressentent les choses différemment. Il y a vraiment une notion d'empathie très forte, je trouve, là-dedans, dans laquelle, en fait, faut essayer de se mettre à la place des autres, et même les choses les plus banales, comme la sociabilisation de base, quoi, qui peuvent paraître hyper simples pour certains, et ben, c'est plus compliqué pour d'autres parce que c'est pas adapté à elles. Alors après, je suis pas en train de dire qu'il faut changer toute la société et tout ça, faire un nouveau système de communication. Voilà, donc déjà, restons à nous atteler à ce qui est possible de faire. Et
Et non, je ne pense pas qu'il faille tout changer, mais je pense qu'il faut prendre conscience que les normes sociales sont en fait des normes qu'on a inventées de manière très très arbitraire en fait, et que elles correspondent pas à tout le monde. Et faut pas, par exemple, enfin vraiment cette idée, moi j'ai toujours été très timide, je fais de l'anxiété sociale, tout ça. Et donc je trouve ça intéressant de voir l'avis des personnes vis-à-vis de la politesse. En fait, pour moi, c'est vrai que prendre la parole, enfin, c'est pas prendre la parole, par exemple, on me demande de faire un exposé en classe, là on m'attend à ce que je parle, ça va, j'ai pas de souci. Mais arriver dans une pièce où il y a des conversations, couper cette conversation-là, juste pour dire bonjour aux gens, pour moi c'est compliqué. Et en fait, dire bonjour verbalement, pour moi, c'est pas forcément utile. Quand on croise quelqu'un, qu'on lui fait un grand sourire, un petit signe de tête, pour moi, c'est pareil que dire bonjour. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, si on va pas les voir franchement pour leur dire bonjour verbalement, voire des personnes pour leur faire la bise ou leur serrer la main, et ben c'est tout aussi impoli que si on n'avait pas dit bonjour. Et ça, c'est vraiment typiquement une norme sociale, enfin, faire la bise. Alors que, voilà, dire bonjour de loin, faire un sourire, un petit signe de tête, ça veut dire je t'ai vu, j'ai pris en considération ta présence. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, les gens qui ont un problème avec l'impolitesse dans ce cas de figure, hein. Leur idée d'impolitesse, c'est ah, cette personne ne fait pas assez attention à moi pour venir me dire bonjour, me saluer. Et donc, je trouve ça intéressant de se mettre à la place de tout le monde, et dans tous les sens, hein. Mais il faut voir que c'est quand même un peu plus aux personnes pour qui la société est adaptée, d'essayer de comprendre les autres personnes parce qu'elles ont déjà moins de travail à faire. Par exemple, moi, souffrant d'anxiété sociale, quand je vais voir du monde dans une pièce avec du monde, tout ça, ça me prend déjà rien que de l'énergie d'être là et d'essayer de rentrer dans ces codes, ces normes sociales, de politesse, de conversation, par exemple le small talk, donc toutes ces petites discussions, tout ça, j'ai extrêmement de mal à faire ça. Et donc, si en plus je dois prendre le temps de me mettre à la place des autres, tout ça, pour corriger, entre grosses guillemets, mon attitude par rapport à eux, à la fin de la journée, moi je suis crevée. Alors qu'une personne qui n'a pas de soucis particuliers, si elle prend 5 minutes pour réfléchir et se dire, pour telle ou telle personne, c'est plus compliqué de venir interrompre les conversations pour dire bonjour. Donc, quand elle est là, qu'elle me fait un signe de tête, je peux, moi, m'arrêter de parler et lui dire bonjour verbalement. Et là, la personne va répondre bonjour parce que c'est beaucoup plus simple, en fait. Enfin, en tout cas, je parle dans mon cas. Après, je dis pas que je sais jamais dire bonjour, mais vraiment dans ce cas où il y a des conversations, tout ça, je trouve que c'est... Enfin, je prends ça comme une gêne pour les autres de les interrompre, même si je sais que c'est l'inverse. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Après, voilà, on va pas passer non plus 3 heures à discuter de ça, hein. Mais si ce genre de contenu, de petites réflexions, tout ça pourrait vous intéresser, et dites-le moi aussi. Et ce serait carrément possible d'en faire plus. Et hé, regardez comme elle est belle.